Bonsoir à tous, bienvenue dans C'est Polémique, une heure de débat en direct chaque dimanche soir pour comprendre, échanger, confronter des idées. Certaines campagnes présidentielles se jouent sur la question de l'insécurité, c'était le cas en 2002. D'autres sur la fracture sociale, souvenez-vous, en 1995. Ou encore sur la rupture, en 2007. Cette fois, ce sera probablement l'identité. C'est quoi être français? C'est pas une idée neuve. Elle a déjà beaucoup agité les esprits pendant le quinquennat de Nicolas Sarkozy. Et puis au fond, se demander ce que nous sommes, d'où nous venons, c'est une question légitime. Mais le débat public doit-il être vampirisé par ce thème? On ne compte plus les livres consacrés à notre identité depuis quelques semaines, sans parler des déclarations politiques, bien sûr, et plus un meeting sans des dizaines, des centaines de drapeaux tricolores. Alors nous ouvrons le débat ce soir. Faut-il continuer à en parler, quitte à agiter les peurs, à stigmatiser des communautés, à libérer la parole raciste, quitte à tous devenir gaulois? Bonsoir Michel Onfray. Bonsoir. Vous êtes l'invité exceptionnel de France 5 ce soir. Vous êtes, alors, le philosophe qui secoue la gauche, d'après Le Point, le Zemmour de gauche pour Le Figaro. Je ne suis pas sûr que ce soit un compliment pour eux. Vous filez un mauvais coton, selon Laurent Geoffrin, Oui. qui, le patron de Libération, lui aussi, Oui. qui pense que vous faites le jeu du Front National. Vous vous définissez comme philosophe de gauche. Libertaire, ça c'est un mot qui compte énormément pour vous? Ah oui, oui. Ouais. C'est Oui, toujours hein. votre, voilà. Sur votre carte de visite, vous mettriez ça? Oui, si vous voulez, on peut faire ça. Oui, il y a un socialisme libertaire dont on ne parle jamais. Ouais. Celui de Proudhon, un socialisme français qui est mutualiste, qui est coopératif, qui est anti-jacobin, qui est girondin. Et ce socialisme-là, on n'en parle jamais. Il est contre la guillotine, il est contre les barbelés, contre le sang et ce genre de choses. Il est très concret. Ouais. Et on n'en parle jamais parce qu'il faut choisir soit sa version libérale, avec Hollande, par exemple, Valls, Macron, etc., Ouais. ou sa version néo-marxiste avec Mélenchon, le parti... Mais on vous présente rarement comme ça. Vous voyez, Ah oui. je ne vais pas redire les amabilités que je viens de citer, Vous mais auriez pu en choisir d'autres. on aurait pu en choisir d'autres, mais j'ai pris celle qui pique. Mais le problème, c'est parce qu'on se retrouve avec des presses qui sont dans des cases comme ça. Et quand on est dans la presse Ouais. de droite, il faut absolument que vous puissiez rentrer dans une case. Alors, il faut que vous soyez de gauche. Si vous êtes de gauche et que vous n'entrez pas dans les cases de la gauche officielle, je veux dire social-libérale ou néo-marxiste, alors vous n'êtes pas de gauche. Mais après, c'est plus enfin, c'est pas mon problème, c'est le leur. Ce sont des histoires de classification. Moi, je sais bien ce que je suis, ce que je fais, et quel est mon trajet depuis le début. Vous publiez de nombreux ouvrages régulièrement. Les deux derniers, on peut les citer bien sûr. Penser l'islam, ça c'était chez Grasset. Et Le miroir aux alouettes, ça c'était chez Plomb. Et puis il y a votre télévision désormais, Michel Onfray TV, voilà, qui a démarré sur Internet. Dans un instant, Benjamin Stora, Henri Guénaud et Clémentine Autain vont nous rejoindre. Vous comprenez, pour revenir au thème de notre émission, qu'on puisse se dire à quoi sert ce grand débat, j'allais dire ce grand déballage autour de l'identité. Pourquoi cette question subitement est devenue centrale? Parce que l'identité s'effondre. Je pense que c'est parce que justement, on ne sait plus où on en est qu'on se pose cette question d'identité, parce que pendant très longtemps, c'était extrêmement clair. Quand vous prenez les livres de morale, par exemple, de mon père, et les livres de l'école de la Troisième République, on vous expliquait très précisément ce que c'était qu'être français. Il y avait un récit national qui commençait avec les Gaulois, et puis qui se terminait la plupart du temps avec la guerre 14-18. Et puis on vous disait, voilà, être français, c'est adhérer à ce récit-là. C'en est un. C'est souvent le récit de la droite, même si c'était celui de la gauche à l'époque. Et puis il y a d'autres récits, certains qui sont des récits de gauche aujourd'hui. Mélenchon, par exemple, on a vu tout à l'heure dans la première partie, qui nous dit, moi, mon récit national, c'est la grande révolution française. Mélenchon, il a raison, mais il a tort en pensant que ça n'est que ça. Sarkozy, il a raison, mais il a tort de croire que ça n'est que ça. C'est même bien avant. Il y a une préhistoire, d'ailleurs, en France. Et puis, il y a plein de choses. Moi, je suis viking. Hein. Ça fait 10 siècles que ma famille est en Normandie. Ils sont arrivés du Danemark. C'est des vikings. Donc, c'est une composante. Plus viking que gaulois, donc. Mais vous comprenez que, finalement, vous estimez que ce débat, il a lieu d'être. Oui, parce Il faut que le poser comme ça, oui. quitte à saturer l'espace. Non, quand Sarkozy l'avait proposé, moi à l'époque à gauche et dans ma gauche et à ma gauche, je disais il faut dire oui à ce débat, il faut le faire. Il fallait surtout pas le faire. Mais je dis mais qu'est-ce que c'est que ce pays qui refuse de débattre? On demande de débattre, on demande pas d'apprendre un catéchisme, on demande pas de s'insulter, on demande pas de se mépriser, on demande de faire un peu d'histoire. Et c'est bien qu'on puisse faire de l'histoire et pas de la mythologie et pas de la légende. Et c'est vrai que souvent on fabrique des légendes.
la France résistante que le général de Gaulle fabrique parce qu'il a besoin de gouverner après la libération, le Parti communiste résistant, il faut oublier le pacte germano-soviétique, enfin, toutes ces mythologies qu'on nous enseigne la plupart du temps à l'école, on ne les enseigne plus. Donc effectivement, comme on ne sait plus qui on est en train de poser la question qu'est-ce qu'être français, à quoi ressemble l'identité française. Ça tombe bien, on va en parler pendant une heure. Avant d'accueillir nos invités, retour sur cette obsession française. À 7 mois de la présidentielle, l'identité est partout. Le journal Le Monde, ce week-end, sous la plume de Nicolas Truong, explique que les partisans de l'identité, heureuse ou malheureuse, ont gagné la bataille des idées. Voici donc le mot de la semaine avec Thierry Dagiral. Vous allez voir que ça ne date pas d'hier. Identité, nom féminin utilisé dès avril 1995 par le candidat bientôt président Jacques Chirac. Qu'est-ce qu'il faut sauvegarder, dites-vous? Notre identité, et notre identité culturelle en particulier. Notre identité française et notre identité européenne. Et de ce point de vue, la France est à la tête du combat pour le maintien de l'identité culturelle face à des États-Unis hégémoniques. L'identité française comme arme contre le géant américain. Un septennat et un quinquennat plus tard, le président Sarkozy crée le ministère de l'identité nationale, d'abord dirigé par Brice Hortefeux, puis Éric Besson. L'identité nationale comme arme électorale pour anéantir le FN. Et à l'époque, la gauche se bouche le nez. Et ce que je reproche au président de la République, c'est pas d'avoir ouvert un débat, c'est d'en faire un instrument de division nationale. C'est de désigner l'immigré ou le musulman comme fauteur d'une dénaturation de l'identité française. 2016, identité nationale ou l'introspection française. Cette identité si précieuse que nous avons héritée. L'identité, elle est en perpétuel mouvement. C'est pour ça que la France est bien plus qu'une identité. Qu'est-ce qu'être français? Être français, c'est au-delà du droit du sol, au-delà du droit de sang. C'est la question de cette campagne, quasi même une obsession chez certains candidats. L'obsession de l'identité devient un handicap et une menace pour ceux qui s'y livrent. Et c'est aussi une ruse. À quoi sert le débat sur l'identité? Voici nos invités ce soir. Benjamin Stora, c'est l'un de nos plus grands historiens. Il est aussi président du musée de l'histoire de l'immigration. Il nous dira quel rôle doit jouer l'histoire dans ce débat. Henri Guénaud, député Les Républicains, candidat à la présidentielle, ex-conseiller spécial de Nicolas Sarkozy à l'Élysée. Il était aux premières loges quand le fameux ministère de l'immigration et de l'identité nationale a été créé. Clémentine Autain, figure du Front de gauche, conseillère régionale d'Île-de-France. Elle estime que cette polémique sur l'identité est un piège. Bonsoir, merci beaucoup de participer à cette émission en direct. Je vous rappelle que vous pouvez interpeller nos invités via Twitter et Facebook et nous poserons les questions tout à l'heure. Comme en général, les esprits s'échauffent dès qu'on parle de ce sujet, je vous propose de démarrer de manière un tout petit peu légère avec un petit questionnaire ou un petit quiz, si vous préférez. On va regarder 4 citations. Et vous allez essayer de trouver qui est l'auteur. Benjamin Stora, c'est vous qui jouez en premier. On va regarder ensemble cette phrase. Regardez, mais non, mais ne vous inquiétez pas, jeux télévisés, ça va bien se passer. Regardez, être français, c'est être européen, blanc et catholique. Je ne sais pas du tout. C'est Robert Ménard, en effet, le maire de Béziers, qui a prononcé cette phrase. Michel Onfray, à vous de jouer. Voici une deuxième citation, toujours sur le même thème. Hein. Regardez, on va regarder ensemble. On ne peut être français que si on parle parfaitement le français. D'après vous, qui a dit ça? Poète Finkielkraut, Renaud Camus. Non, ils vont peut-être être flattés, c'est Nicolas Sarkozy qui a prononcé cette phrase. Clémentine Autain. C'est drôle qu'il ait pu dire ça, lui. Pourquoi? Vous avez vu comment il parle français. Très bien. On part fort. Clémentine Autain, pas facile. Regardez bien. Qui a dit être français, c'est dans ton cœur? Bon, je vais vous aider. C'est un très grand champion, un très grand sportif. C'est Tony Parker, basketteur, l'une des stars de la NBA. Et enfin, Henri Guénaud. Bon, alors je vais vous aider un petit peu. Le nom a déjà été cité depuis qu'on a commencé ce quiz. Donc voici la phrase. L'auteur a déjà été cité. La phrase est la suivante. Être français, ce n'est pas seulement une formalité administrative, mais une forme de vie. Finkielkraut. Oui, c'est Alain Finkielkraut, en effet,
qui a prononcé cette phrase. Bon alors, si je vous demande à vous votre définition, est-ce que vous êtes capable, comme ça, en une ou quelques phrases, de me dire ce que ça veut dire pour vous d'être français? Michel Onfray. Bon, ça voudrait dire aimer la France, y vivre, avoir envie d'y rester, de contribuer à son histoire. Voilà. Tout simplement. Oui. Henri Guénaud? Oui, c'est se sentir une communauté de destin avec tous ceux qui se sentent français, qui aiment la France et qui, dans ce mot, voient évidemment plus qu'un territoire, même plus qu'une histoire, qui voient dans ce mot une forme de civilisation. Bien. Clémentine Autain? Être français, c'est participer en effet à la construction d'une vie commune et donc aussi être citoyen et citoyenne pour pouvoir participer à cette vie-là. Et c'est partager sans doute une histoire, mais on y reviendra tout à l'heure, une histoire qui n'est pas assénée dans nous comme un récit, une épopée figée pour toujours, mais participer aussi de cet espace commun, de la façon dont il va être dans sa diversité. Benjamin Stora, être français? Être français, c'est rejoindre une histoire, c'est adhérer à des principes, bien sûr, c'est d'être acteur aussi de cette histoire, et pas simplement sujet, mais citoyen de cette histoire. C'est ça, être français. C'est de ne pas subir, mais c'est aussi se lever, se dresser contre les injustices et les inégalités. C'est ça, être français, et c'est d'ailleurs en cela qu'on reconnaît la France dans le monde entier, parce que c'est la patrie des droits de l'homme. Et c'est pour cela que la France est reconnue, admirée et aimée comme une grande patrie culturelle et une grande patrie des droits de l'homme. Pourquoi cette question est-elle essentielle aujourd'hui? On va essayer de répondre à cela ce soir sur France 5. Henri Guénaud, ça a vraiment démarré il y a une dizaine d'années. Il y a eu cette campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy. Bon, je le disais, vous étiez aux premières loges. C'était quoi l'idée au départ? Si on revient un petit peu en arrière, c'était quoi l'objectif? De mettre ça sur le tapis? Alors, juste un mot d'abord, on a donné 4 définitions de l'identité et on voit bien que même mise bout à bout, on n'aurait pas épuisé le sujet. Parce que c'est une question à laquelle il est extrêmement difficile de répondre. C'est aussi un sentiment, le sentiment d'être français dans son identité. Et c'est très difficile d'y répondre. Vous savez, l'identité française, c'est comme tous ces mots qu'on n'arrive pas à définir, mais pour autant, tout le monde sait à peu près ce qu'il signifie. L'État, vous ne pouvez pas le définir, mais on sait à peu près ce que ça signifie en France. Ça fait partie d'ailleurs de l'identité française, mais d'autres grands mots comme l'amour, on peut écrire des traités sur l'amour et on n'aura pas fini de définir l'amour. Bien l'amour de son pays, l'amour de la France, de la culture française, d'une forme de civilisation, de vie, de façon de penser, de parler et d'être, c'est quelque chose de très difficile à... Mais l'amour n'est pas devenu un argument de campagne électorale, ce qui est en revanche le cas pour l'identité. Non, c'est devenu l'argument d'une très grande religion. Qui a d'ailleurs fondé un État. Alors, l'identité, pourquoi est-ce que vous avez mis ça sur le tapis il y a une dizaine d'années? Et pourquoi aujourd'hui ça revient? Moi, je n'ai rien mis sur le tapis. Dans le débat des présidentielles, en fait, contrairement à tout ce qu'on peut raconter aujourd'hui, Nicolas Sarkozy a parlé du ministère de l'identité nationale par inadvertance, et d'ailleurs le lendemain, il ne se rappelait même plus, il voyait même plus à quel point ce terme pouvait avoir de conséquences et d'effets. On a un peu de mal à vous croire, Henri Guénaud, mais on vous écoute attentivement. Je vous le dis, le thème de l'identité, lui, était un thème qui évidemment commençait à travailler les esprits. C'est pas cette crise identitaire dont parlait Michel Onfray tout à l'heure, elle existe depuis un certain temps. Alors c'est vrai que c'est un mot difficile à manier. Vous connaissez l'introduction de Braudel à son livre L'identité de la France. Il dit, après avoir beaucoup hésité, beaucoup réfléchi, j'ai choisi ce mot. Aussitôt que je l'ai choisi, j'ai regretté de l'avoir choisi. Mais en fait, il y a peu de mots pour le remplacer très aisément. Le ministère de l'identité nationale, de l'immigration et de l'identité nationale, c'était sans doute pas la meilleure idée du siècle, mais elle avait quand même une signification. Elle consistait à dire, à ceux qui arrivent, nous offrons en partage quelque chose que nous avons en commun et qui s'appelle l'identité française. Voilà, c'est-à-dire une culture, encore une fois, une culture, une civilisation, un mode de vie, des droits et des devoirs, etc. Bon, je fais la différence entre ce sujet, la création du ministère de l'identité nationale, et le débat sur l'identité nationale. Je crois que nous avons besoin d'en débattre, nous avons besoin d'en discuter, comme toute personne d'ailleurs souffrant de troubles identitaires a besoin de discuter de parler de son trouble identitaire. Mais ce que je crois a posteriori, c'est que ce fut une mauvaise idée de lancer un débat. C'est-à-dire pour un gouvernement, lancer un débat n'a pas beaucoup de signification. Un gouvernement, il est là
pour décider ou pour préparer une décision. Un débat, par exemple, sur la nationalité, oui, ça a un sens, comme on l'avait fait avec la commission Marceau. On fait un grand débat national pour arriver à un texte. Là, il ne s'agissait pas d'arriver à un texte et on ne savait pas très bien sur quoi on allait déboucher. Le résultat, d'ailleurs, a été qu'on a fait ce débat dans les préfectures. Ouais. Il a mal tourné, mais il a mal tourné pas parce que l'idée était mauvaise, pas parce qu'il s'agissait de stigmatiser quiconque. Mal tourné parce que, au fond, c'est très difficile pour un gouvernement d'organiser un débat sans but, sans finalité. Clémentine Autain, il a dit que c'est quand même une mauvaise idée. Qu'est-ce que ça... Il a dit que c'était une mauvaise idée d'avoir un débat. Oui. Voilà. Oui, mais c'est tout le sujet de notre émission. Un gouvernement organise un débat. Donc un gouvernement, il doit affirmer une identité nationale à laquelle tout le monde devrait se soumettre. Donc vous voyez, je ne crois pas que ce point de vue critique nous amène à rapprocher nos points de vue. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai compris. J'ai dit que le gouvernement n'est pas là pour organiser des débats. Oui. Voilà. Il est là pour agir. Il est là pour agir ou pour préparer une décision. En l'occurrence, Nicolas Sarkozy a choisi de placer cette question au cœur de son projet politique, tout juste élu. Et donc, c'est un signe politique très fort et qui l'emmène plutôt à marcher dans les pas des thèses défendues depuis 30 ans par l'extrême droite et d'affirmer finalement que l'identité allait être une façon policée de remettre sur le tapis le côté « on n'est pas chez nous ». C'est ça que ça raconte. L'identité, ça crée nécessairement de la différence. On pose une identité en opposition à d'autres, à l'autre. Donc ce n'est pas ce qui permet de créer du commun, de rassembler, c'est au contraire ce qui fige et ce qui enferme, et donc ce qui crée potentiellement de la division au lieu de rassembler et de créer du commun. Qu'est-ce que vous pensez de cette définition? Parce qu'effectivement, là, on est au cœur du débat, au cœur du sujet. Ça fait 10 ans, finalement, qu'on s'affronte sur les mêmes... Si vous me permettez d'affiner pour la discussion avec Laurent Guénaud, je vais citer un auteur qui va peut-être l'étonner, je pense à Ernest Renan, qui est un académicien qui, à la fin du 19e siècle, catholique de droite, donc c'est pour ça que je m'amuse d'opposer cette référence, mais qui est un homme qui a beaucoup travaillé sur la question de la nation et qui a même contribué à une définition qui s'est imposée tout au long du XXe siècle, y compris à droite, et qui consistait à dire la nation, c'est évidemment des souvenirs, un legs commun, une histoire, mais c'est surtout une projection dans l'avenir. Et le problème que nous avons avec l'État-ethnie, la nation-ethnie, la nation-race, qui est une des versions possibles, voire même la nation-État, contrairement à notre conception qui est la nation-peuple, je ne sais pas si je me fais bien comprendre, c'est que tout simplement, elle ne permet pas de sortir positivement aujourd'hui du débat dans lequel vous enfermez avec le thème de l'identité. Michel Onfray. Vous l'enfermez parce qu'il n'y a pas cette dimension de projection, mais c'est une identité qui nous ramène au passé. Parler pendant une heure. Merci Clémentine Autain. On va écouter Michel Onfray. Non, je pense qu'Henri Guénaud peut répondre. Alors, d'abord, moi, je n'ai jamais été partisan d'une identité ethnique, donc je ne sais pas de quoi on parle quand on parle de ça. Je crois que toute introduction de la biologie dans la politique, dans le débat politique et même philosophique est une faute morale. Donc je n'ai aucun problème avec cette question-là. Vous parlez de Renan, la définition me va très bien. Il dit plusieurs choses. Il dit c'est un référendum de tous les jours, un plébiscite de tous les jours plutôt. Et il dit aussi c'est une âme, un principe spirituel. Un principe spirituel, ça a un contenu. Voilà. Alors, ça ne veut pas dire que ça n'évolue pas dans le temps, mais enfin c'est une évolution très lente, comme toute culture d'ailleurs. Donc, toute identité culturelle a une évolution lente dans laquelle l'histoire de tous et de chacun pèse très lourd. Et ça n'est pas parce qu'on attache une importance à l'histoire qu'on est enfermé dans le passé. Au contraire, c'est la seule façon de se libérer de son passé. Toute personne, j'y reviens, qui a un problème identitaire, il vient devant le psychanalyste, devant le psychologue, qui je sais qu'il n'aime pas les psychanalystes, mais en tout cas freudien, mais il essaie de raconter son histoire. C'est quand il est arrivé à maîtriser sa propre histoire, à la reconstituer, à lui redonner une cohérence, qui retrouve le sens de son identité. Il y a pas pourquoi n'y aurait-il pas de projection? Pourquoi d'ailleurs cette question de l'identité française serait-elle réservée à la droite ou à la gauche? Si vous me dites... On voit bien que là, ça dépasse tous les clivages. Mais ça dépasse tous les clivages. Là, on n'est plus dans un clivage droite-gauche. C'est plus compliqué que ça. Attendez, c'est Henri Guénaud. Je voudrais qu'on avance un petit peu, qu'on passe de Ernest Renan... Il y a plusieurs façons de la définir. Malraux disait le sentiment national, pas le nationalisme.
nationalisme. Bon, moi je suis pour le sentiment national et pas le nationalisme. N'enfermons pas tous ceux qui parlent de l'identité nationale dans l'identitarisme et n'enfermons pas tous ceux qui parlent de la nation dans le... Benjamin Stora, ce débat, il est né après les émeutes de 2005, au fond, si on regarde les dates. 2005, les émeutes de banlieue. 2006, le début de la campagne présidentielle de 2007. Est-ce que ça a un lien? Parce que est-ce que c'est la politique d'intégration qui, à l'occasion de ces émeutes, été remise en question, bien sûr? On s'est aperçu qu'une partie de la jeunesse française ne se sentait pas française. Est-ce que vous liez ces événements? Est-ce que vous pensez que l'intégration est aussi au cœur de cette question d'identité? Ce débat, il a été lancé par les partis politiques. Il a été lancé par des hommes politiques, en rapport, bien sûr, avec des mouvements de société. Il faut partir de là. Il part des partis politiques ou des hommes politiques parce qu'ils font un constat sur lequel on peut être en accord ou en désaccord. C'est celui d'une crise de l'identité, d'un déclinisme, d'un effondrement identitaire. À partir de ce constat, évidemment, on dit s'il y a un effondrement identitaire, il faut tout redéfinir, il faut tout reclassifier, il faut tout, effectivement, réinscrire dans un récit national. Et là, on est effectivement dans une pensée de type décliniste classique, c'est-à-dire d'effondrement de la nation face à la poussée de ceux qui viennent de l'extérieur. Et donc, il faut rentrer dans ce débat de l'identité. Voilà comment ça doit organiser ce débat. C'est-à-dire que c'est un débat qui postule le fait que nous sommes une identité totalement en crise. Il y a un autre débat, c'est au contraire de dire que la nation française, l'identité, se redéfinit complètement à partir des apports nouveaux, de populations nouvelles, d'une jeunesse nouvelle, d'une citoyenneté nouvelle. Et là, c'est un autre type de débat, c'est un autre type de défi. Je prendrai un exemple. Les États-Unis ont été confrontés à ce type de débat avec les Afro-Américains dans les années 60, avec les mouvements des droits civiques, etc. C'est un énorme défi pour la nation américaine. On sait qu'il n'en est pas sorti d'ailleurs, mais qui est allé jusqu'à l'élection de Barack Obama. Aujourd'hui, la France est confrontée à un même type de débat. C'est-à-dire que c'est de nouvelles populations, effectivement, non européennes, qui sont arrivées depuis 30 ou 40 ans. Et l'énorme défi, c'est que les gens qui sont là, qui se vivent et qui se sentent comme français complètement, veulent rester attachés à leurs origines. Exactement la problématique que les États-Unis ont rencontrée avec les Hispaniques, les Afro-Américains, etc., depuis les années 60. C'est un défi. Qu'est-ce qu'on fait par rapport à ce défi? Qu'est-ce qu'on dit par rapport à ça? Il y a deux solutions. Soit on dit c'est pas possible, vous ne pouvez pas rester attaché à vos origines et vous devez vous assimiler et abandonner toute perspective de vos origines. Ou alors on dit, au contraire, voilà des populations nouvelles qui ont une histoire différente, un contentieux différent, un rapport à l'histoire, on en parlera, différent. Alors, comment faire en sorte que dans les manuels scolaires, dans les émissions de télévision, sur les plateaux, dans les partis politiques, c'est ce qu'ont d'ailleurs essayé de faire quelque part les hommes politiques aussi, en essayant, entre guillemets, de coopter des hommes et des femmes qui appartenaient à ces minorités. Il y a eu des tentatives qui ont été faites, il faut le dire, de droite comme de gauche. Donc ça, c'est ça le défi. Ou bien on dit, tout est en déclin, c'est trop tard, et on va vers la guerre civile, ou bien au contraire, on relève le défi. On relève le défi et on va au contraire dans une situation qui est celle de transmettre l'histoire de France, adaptée effectivement à des désirs, à des inconscients ou à des consciences différentes. Ça, c'est le vrai défi. Vous avez raison de rappeler que ce sont les partis politiques qui ont en effet lancé ce débat. Mais alors, un cran supplémentaire a été franchi en cette rentrée 2016, puisque Nicolas Sarkozy a créé une sorte d'émeute politique en déclarant, on va revoir la phrase ensemble, même si vous la connaissez tous par cœur, voilà, la fameuse phrase « Au moment où vous devenez français, vos ancêtres, ce sont les Gaulois ». On regarde ensemble un florilège de réactions et on en parle juste après avec nos invités. Qu'on vienne du Sénégal, du Liban, de l'Espagne, du Portugal, quand on est un petit Français à l'école, on apprend cela. On a eu des Néandertaliens en France. Après, il y a eu l'Homo sapiens. Après, il y a eu effectivement des Gaulois. Le débat sur nous sommes tous descendants des Gaulois dès lors qu'on est français, c'est le type même de cliché qui permet de faire un débat sur des faux sujets. Après, il y a les Romains qui sont venus. Donc, on est passé de Celtes gaulois à gallo-romains. Puis après les Romains, alors là, on a eu le paquet des Germains. Donc, je suis heureux qu'on ait pris conscience que nous ne sommes pas tous Gaulois. Ça, c'est pour Éric Zemmour. La France est diverse. La France, c'est un arbre avec des racines partout dans le monde. Qu'est-ce que vous pensez de cette phrase, Michel Onfray? La France est un arbre avec des racines partout dans le monde. Oui, je peux souscrire à ça. Je suis assez vous la validez? Pour une fois que je suis d'accord avec un socialiste, oui. Réjouissons-nous. Ouais. Mais oui, c'est un feuilletage.
Donc, bien sûr qu'il faut faire de l'histoire et arrêter de faire de l'idéologie, arrêter de faire de la politique politicienne et de se dire si vraiment on veut voir d'un peu plus haut, ce qu'a fait un peu M. Le Foll, c'est-à-dire de dire voilà d'où ça vient, voilà comment ça marche, voilà comment ça se constitue. Et moi, je pense qu'on peut être décliniste aujourd'hui, c'est une insulte. Mais on peut aussi dire, bah, si on fait un peu d'histoire, il y a eu Assur, Sumer, Babylone, etc., des civilisations qui ont disparu. Ça fait partie du monde. Tout le monde est d'accord sur l'idée de Paul Valéry. Nous autres civilisations, nous savons que nous sommes mortels. Mais nous, la France, on serait immortels. On n'aurait rien à voir. Toutes les autres civilisations, ça naît, ça vit, ça meurt, ça disparaît. Mais nous, non. On est là depuis toujours et on est là pour toujours. Donc être décliniste, c'est pas, ça n'existe pas. C'est juste dire, je regarde cette civilisation et il me semble effectivement que du Christ, dont on pense ce qu'on veut, qu'il existe, qu'il n'existe pas, jusqu'à aujourd'hui, il y a eu un grand mouvement historique qui fait effectivement que notre civilisation est en train de s'effacer. Je dis pas c'est bien, c'est pas bien. C'est Spengler qui disait ça en 1930, je crois. Pardon ? Spengler a dit ça en 1930, le déclin de l'Occident, la fin, non ? Qui ça ? Spengler. Oui. Il n'a pas expliqué ça aussi dans les années 30 ? Oui, tout à fait. Mais c'est vieux comme le monde. Oui, Vico a fait ça, Bossuet l'a fait, enfin, les philosophies de l'histoire, Voltaire aussi, Spengler bien sûr, dont on va dire qu'il était allemand, qu'il était nazi, etc., ce qu'il n'a jamais été. Mais j'ai parlé aussi de Paul Valéry. Enfin, tous les gens qui sont un peu sérieux, qui font de l'histoire, parlent de la disparition des civilisations. Donc la France va mourir alors ? Pas seulement Spengler. La France est en train de mourir Bah oui, bien sûr. Ah bon, je crois pas. Non, je crois pas du tout. Non, mais c'est chacun son je crois truc, pas. hein, Je crois pas. Je crois qu'il y a une vitalité dans l'histoire française qui nous permettra pas de mourir. Je crois pas. Oui, je crois qu'il y a une jeunesse, il y a des intellectuels, il y a des gens qui se battent, il y a des enseignants aussi dans les lycées qui enseignent l'histoire. Beaucoup d'enseignants qui se battent. Des civilisations qui se sont transmettent il y avait aussi l'histoire. des En même jeunes, temps, hein. s'il vous plaît. Ne parlez pas en même temps, s'il vous plaît, on n'entend des pas. intellectuels, enfin, le bas empire, ça existait. Donc toutes les civilisations, cette espèce de perfidie qui consiste à dire Spengler, dont les gens savent pas trop qui il est, mais il est un peu nazi, hein, c'est toujours le truc. Non, il est pas du tout. Mais non, il est pas du tout. On va pas faire un débat sur Spengler, s'il vous plaît. Non, mais je veux dire l'argument d'autorité du genre, vous êtes nazi, vous êtes fasciste. On a entendu parler tout à l'heure de race, on a entendu parler de biologie. Personne n'a utilisé les mots race, biologie, la Spengler, l'espèce de truc vicieux habituel. Non, je suis pas vicieux du tout. Moi, je passe pas 4 heures sur les plateaux de télévision. Allez, là. Je fais une partie de ma thèse sur Spengler. Faut se calmer, là. Donc, non, mais qui se calme ? Je suis très calme. Non, moi, je suis très calme, moi. D'accord, mais il faut pas insulter les gens. Mais qui insulte qui en parlant de Spengler ? En disant qu'il est... J'ai le droit de dire que Spengler a expliqué effectivement la... Monsieur Stora, on peut avancer dans le débat. Tout à fait. Et écouter Clémentine Autain. Voilà, juste pour dire qu'on regarde de façon plus ou moins pessimiste l'état de la France, ce que je crois profondément, c'est qu'elle ne se remobilisera qu'à la condition d'avoir un projet qui la mette en mouvement et pas un projet qui la fige. Et de ce point de vue, les ressources qui existent dans l'histoire française, que je fais commencer moi plutôt à la Révolution française, parce que les histoires des Gaulois, c'est complètement délirant, c'est le moteur de l'égalité. Et justement, ce qui est incroyable, c'est que la gauche ait abandonné ce débat sur l'égalité, que Manuel Valls, Premier ministre, ose dire que 2017 se jouera sur l'identité, ça veut dire que d'ores et déjà, il va sur le terrain de l'adversaire. Il va sur le terrain de l'adversaire parce que c'est un terrain qui est favorable à l'extrême droite et à la droite. Nous devons être moteurs d'égalité. Et le problème dans les quartiers populaires, mais pas simplement, qui aujourd'hui crée de la crispation et du repli, c'est la ségrégation, ce sont les discriminations. Quand vous avez par exemple en France... des endroits où il y a 40% de chômage chez les jeunes, quand vous savez que quand on envoie le même CV avec le nom Michel ou avec le nom Mohamed, eh bien c'est 4 fois moins de chances pour Mohamed de trouver un emploi. C'est ça la réalité de la France. Et moi, ce que je souhaiterais, c'est que autant il faut être évidemment déterminé et lucide pour combattre contre Daesh, mais on ne le fera, puisque c'est au nom de la lutte contre Daesh qu'on nous fait aussi tout ce débat et ce rejet massif des musulmans aujourd'hui en France. Au nom de Daesh, je dirais que nous serons efficaces contre le terrorisme dès lors que nous serons au clair sur la question de l'égalité et que nous aurons un projet d'avenir à offrir notamment aux jeunes. Bon, plusieurs remarques. D'abord, il y a un point sur lequel Benjamin Stora a raison, c'est que si nous considérons que c'est foutu, alors bouille à la guerre civile. Si nous considérons que nous ne pouvons plus, moi je préfère le mot assimilation, on va revenir, assimiler comme nous l'avons toujours fait depuis des siècles. Et l'histoire de France ne commence pas avec la Révolution, même si j'aime beaucoup la Révolution française. Jaurès lui-même disait « ne négligez pas l'Ancien Régime ». C'est aussi l'histoire de la France. Ça fait partie de notre histoire. Et d'ailleurs, le principe d'égalité qui fait partie de notre identité, Madame Autain, il commence à se constituer bien avant. Bien avant. Mais votre conception est celle de la nation-État, dans ce cas.
Non, je trouve qu'en France... Ça, et les racines chrétiennes de la historique. France, tout ça? Oui, mais il y a aussi les racines romaines. Vous savez, moi, je suis né dans une ville qui a été capitale de l'Empire romain. Dans ma jeunesse, je pensais qu'il y avait des arènes et des théâtres antiques partout. Je me sens latin, pas du tout celte, pas du tout gaulois. Mais j'ai récité, quand j'étais enfant, comme une forme d'acte de foi à l'assimilation républicaine, nos ancêtres les Gaulois. Je savais très bien que je n'étais pas gaulois. Et même dans Astérix, je choisis toujours les Romains. Voilà. Donc, vous voyez, j'ai pas de problème avec ça. Je suis... Voilà, je me sens l'héritier de tous ceux qui ont fait la France. De tous. Voilà, je me souviens même en 2007, je citais Jaurès et Blum, pas du tout d'ailleurs pour faire un coup politique, mais simplement parce que si Blum, par exemple, n'avait pas fait les congés payés, ni ma grand-mère, ni ma mère, ni moi-même n'aurions jamais pu partir en vacances. Donc ça fait aussi partie de mon héritage. Je continue une seconde. C'est que on ne peut pas d'abord ramener le débat sur l'identité nationale, la question, le problème de l'identité, un problème qui serait né récemment simplement par le discours politique, qui ne serait lié qu'à l'immigration. Ça n'est pas vrai. L'identité, le problème identitaire, il est lié à beaucoup d'autres choses. Il est lié d'abord à notre difficulté de la transmission, et c'est pas seulement à cause des immigrés. Il est lié aussi à la question économique, c'est-à-dire que quand même, et elle est capitale. Si vous acceptez l'idée que la mondialisation est l'aplatissement du monde et qu'il faut l'aider à aplatir le monde, alors il n'y a plus d'identité, il n'y a plus de différence culturelle. Quant à l'idée que les civilisations sont mortelles, il arrive que des civilisations meurent. Mais je vais revenir à Malraux une fois de plus, puisque vous parliez du bas. Alors, la citation de Malraux. C'est très intéressant. Non, mais enfin, il dit les civilisations ne meurent pas, elles se métamorphosent. Et quand on prend l'Empire romain dans le bas empire, l'Empire romain, il s'est métamorphosé profondément, mais il nous en reste encore quelque chose. Nous sommes les enfants de cette civilisation-là. Pour faire avancer ce débat, nous accueillons un témoin, Maïlam Nguyen Konan. Vous avez raconté votre parcours dans un livre paru en 2012. Nous allons vous accueillir tout de suite sur ce plateau. Vous travaillez aujourd'hui pour un institut de sondage et vous êtes spécialiste des enjeux de diversité. Bonsoir. Merci d'être avec nous, de nous rejoindre. Alors, je vais raconter brièvement votre histoire, votre parcours, parce qu'il est vraiment symptomatique. Vous êtes né au Laos. Vous êtes arrivé en France à l'âge de 7 ans, en 1975. On ne parlait pas de migrants, mais en ce qui vous concerne, de réfugiés politiques, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. C'est le terme qui était utilisé. Vous parliez le français quand vous êtes arrivé en France? Non. Pas un mot? Non. Vous racontez dans votre livre, qui est paru il y a en 2012, je le disais, que vous avez participé à un programme d'assimilation poussé à l'extrême. Ça veut dire quoi? Ah oui, effectivement, quand on est arrivé, on était vraiment les premiers réfugiés, donc on a tout reçu, on a tout eu. Donc c'était notamment, effectivement, un programme qui consistait à aider à l'assimilation des jeunes réfugiés. Quand on est arrivé, donc au bout de quelques mois, on a été séparés de notre famille dans la semaine, donc c'était pas non plus, voilà, c'était dans la semaine. Donc à l'âge de 8 ans, j'étais placée dans des familles françaises dans la semaine et je ne revenais chez moi que le week-end. Effectivement, je faisais partie certainement des plus jeunes enfants. Ça a été un peu une catastrophe parce que les enfants sont tous rentrés chez eux au bout de 3 semaines, absolument traumatisés par le fait d'être apatrides et puis presque orphelins, genre dans la même foulée. Mais effectivement, ce programme d'assimilation, donc moi je suis un pur produit parce que je suis restée non seulement 1 an, mais j'ai continué donc les autres années. J'étais à peu près la seule enfant avec mes frères à être restée dans ces familles. Effectivement, ça m'a permis d'apprendre le français dans la douleur, mais je suis la seule enfant de ce groupe à parler le français sans accent. J'ai fait des études. Voilà, ces semaines que vous passiez donc dans ces foyers, dans ces familles françaises qui vous ont permis d'apprendre le français oui, de manière assez mais dans la douleur, comme vous le disiez un peu à l'instant. Effectivement, un peu brutalement. Je raconte effectivement dans le livre l'anecdote sur le fait qu'on me faisait lire Oui, oui. Et moi, avec mon accent, je disais oui, oui, et donc ça donnait lieu à toutes les moqueries possibles et imaginables. Donc en fait... Et qui vous a imposé ça? Quand vous êtes arrivé en France, qui vous a demandé, qui a demandé à votre famille d'être placée? Alors c'était pas imposé, je pense que ça venait donc de groupes donc catholiques, donc vraiment dans la bonne volonté, dans la générosité. C'était à Hérouville-Saint-Clair. Donc ça partait d'un bon sentiment, vous voulez dire? Ça partait d'un très, très bon sentiment, effectivement. Ça partait d'un bon sentiment les parents n'étant pas capables de subvenir à nos besoins. Donc le mieux pour nous, c'était le mieux pour nous. Et je suis restée parce qu'effectivement, à cet âge-là, quand on vous dit que c'est le mieux pour vous, je n'avais pas... Alors, vous avez fait de brillantes études, je voudrais quand même le signaler. Hippocagne, Cagne, diplômé de Sciences Po. Est-ce que vous avez le souvenir
d'avoir été victime de racisme ou de discrimination pendant votre enfance ou votre adolescence? Alors, ce que je dis aussi, c'est qu'effectivement, on a cette chance, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, d'être en France, d'être un petit peu en haut de l'échelle de l'immigration. Donc, je n'ai jamais reçu de racisme agressif. C'est-à-dire que, enfin, là, je n'ai jamais subi ce racisme agressif. Je n'ai senti donc le rejet ou une forme de, comment dire, voilà, de défi de classe un petit peu. Voilà, je ne fais pas partie de ce monde. Effectivement, quand je suis arrivée en Hippocagne et en Cagne, c'est-à-dire quand j'ai fait Hippocagne et Cagne parce que la seule langue que je parlais, je croyais la parler à peu près bien, c'est le français. Les seuls auteurs que je connaissais, c'était des auteurs français. Ouais. Je suis arrivée en Hippocagne et en Cagne. Et à partir de quel moment vous vous êtes sentie française? Ah ben j'ai toujours, enfin, à partir de quel moment je ne me suis pas sentie française? C'était ça, c'est que moi je suis arrivée à 8 ans, je voulais devenir plus française que les Françaises. Toute ma vie, j'ai voulu être plus française que les Françaises. Et c'est en étant parmi les plus Français des Français, c'est-à-dire en étant, dans l'institution, dans une classe plutôt littéraire, en fait, qu'on m'a fait comprendre que je ne l'étais pas vraiment. Et surtout, on a commencé à m'interroger. Qui vous l'a fait comprendre? Justement, le qui, c'est le fameux autre, le regard de l'autre, les profs, les remarques comme ça qui peuvent paraître anodines, mais qui marquent finalement. Effectivement, le reproche qu'on me faisait, c'était tout d'un coup, je découvrais que je ne connaissais rien à la culture vietnamienne. Donc je me dis, mais t'es pas française, regarde-toi dans le miroir. Et moi, dans le miroir, je voyais rien d'autre que... Et aujourd'hui, vous avez une quarantaine d'années, est-ce que vous vous sentez française ou... Alors, plus qu'avant, moins qu'avant donc la deuxième étape de ma vie, c'est le jour où j'ai commencé à interroger le fait d'être français. Vous avez posé la question à tous les invités. Oui. Enfin, moi, si vous me la posiez, je vous répondais aujourd'hui, mais c'est rudement difficile d'être français. Enfin, moi, je suis incapable, comme chacun d'entre vous, de donner une réponse. Être français, c'est ça ou ça. Je me suis rendu compte que, effectivement, être français, c'est extrêmement compliqué. C'est compliqué parce que je pense que le processus d'intégration, je ne crois pas en l'assimilation, mais le processus d'intégration est extrêmement long. Et surtout, c'est un processus qui ne se termine jamais. Aujourd'hui, je ne pense pas être, après 40 ans en France, être complètement intégrée. En revanche, est-ce que je suis vraiment française? Oui, je le suis. Mais dans toutes les contradictions, et je suis aussi très française dans le droit que je me donne à interroger la France, à la questionner. À ne pas être d'accord avec certains aspects de la France. Qu'est-ce que ça vous inspire justement, ce débat qui existe depuis plusieurs années, qui ressurgit à l'occasion de cette campagne présidentielle qui démarre? Quand vous entendez ça, ce débat sur l'identité nationale, ça vous heurte? Alors moi, ça m'a heurté énormément. C'est pour ça que j'ai écrit ce livre en 2012, parce que c'était vraiment à la suite notamment de l'affront fait à Eva Joly, à son accent. Toutes les sorties effectivement du gouvernement, ça m'avait énormément heurté. Entre-temps, je ne pense pas qu'il y ait eu un hiatus. Je pense qu'il y a eu au contraire une aggravation des fractures de la France, qu'elles soient économiques, sociales. Il y a eu quand même les attentats, etc. Je pense qu'aujourd'hui, c'est dangereux de remettre le débat sur l'identité française comme s'il ne s'était rien passé. Je pense qu'on a tous une responsabilité à ressortir ce débat. Mais en même temps, je dois dire que quelque part, je souhaite peut-être le retour de ce débat parce que cela nous éviterait de focaliser trop le problème de la France sur le problème des musulmans et de l'islam. La France, ce n'est pas le problème des musulmans et de l'islam. La France, l'identité française, ce n'est pas le problème essentiellement de l'islam et des musulmans. Je vous remercie d'être venu pour ce témoignage. Vous restez avec nous, bien sûr. Michel Onfray, je voudrais avoir votre sentiment sur ce qu'on vient d'entendre. Quand Maylam nous dit qu'elle ne se sent pas française ou qu'elle a eu du mal, est-ce qu'on a raté quelque chose? Je dis nous collectivement. Est-ce que vous comprenez ce qu'elle a pu ressentir? Oui, parce que son visage le dit. C'est-à-dire, moi j'ai un ami français qui a épousé une japonaise et ils ont une petite fille qui, en France, donne l'impression d'être japonaise, mais elle est eurasienne. Et quand elle est au Japon, elle n'est pas japonaise, elle est eurasienne aussi. On parle de Barack Obama comme de quelqu'un qui serait noir et pas noir, il est métisse. Donc des visages disent des choses, et on le sait très bien. Parler de professeurs, pour montrer aussi que le racisme n'est pas forcément non plus ce qu'on dit. C'est pas seulement le méchant peuple qui vote Front National, etc. Des gens du supérieur, diplômés, des professeurs qui vous disent effectivement, votre visage me dit que vous n'êtes pas ce que vous pensez être ou ce que vous croyez être. Donc effectivement, c'est la question de l'altérité au sens large du terme. Alors après, quand on ajoute, outre le visage, des cultures, des propos, des propositions, des discours, effectivement, ça peut ou simplifier ou compliquer les choses. Henri Guénaud, est-ce que
Oui. J'ai pas invité madame pour vous culpabiliser tout le monde, mais, son témoignage vous interpelle. Enfin, vous dites, vous aussi, qu'on a raté quelque chose. Qu'on ait raté quelque chose, l'état de la société française aujourd'hui le démontre assez amplement. Je veux dire, si on n'avait rien raté, on ne serait pas plongé dans une telle crise, dans de telles interrogations, de telles angoisses, de telles peurs. Sur ce sujet précis. Mais sur ce sujet, oui. Sur ce sujet. Simplement, les causes, encore une fois, elles sont multiples. L'effondrement de l'école, la fin du service militaire, je pense, n'a pas arrangé les choses. L'économie, l'Europe, parce qu'il y a beaucoup de choses dans l'identité. Par exemple, le droit, ça fait partie de l'identité, la façon dont on conçoit le droit. Avec l'Europe, on ne peut plus concevoir le droit comme nous le concevions. Le rapport que nous avions à l'État, alors je ne s'appelais pas Madame Autain, mais c'est l'histoire. En France, la France a été faite par l'État. La société même a été organisée, créée. La société civile française, elle a été créée par l'État, pas la même expérience que celle des États-Unis, par exemple. Bon. Mais j'en reviens à la question fondamentale qui est celle de l'assimilation et de l'intégration. Il faut s'entendre aussi sur les mots. Pour moi, l'intégration, c'est une question matérielle. Vous avez un logement, vous avez un travail, vous êtes dans la société, vous êtes intégré. Bon. L'assimilation, c'est autre chose. C'est vous demander de prendre en partage, en plus de votre propre histoire, personne ne vous demande de renier vos origines, votre famille, votre histoire, de prendre en plus en partage une autre histoire, une autre culture, d'autres valeurs, une autre façon d'être, de vivre, par exemple une politesse, une morale, etc. Et on a des exemples dans l'histoire merveilleusement réussis. Évidemment, si on veut extirper, si on veut exproprier les gens de leur propre histoire, ça ne peut pas marcher. Mais regardez ces deux exemples merveilleux qui, pour moi, symbolisent ce que doit être l'assimilation réussie. Léopold Sédar Senghor, par exemple, ou Aimé Césaire. C'est-à-dire ce sont des gens qui revendiquent leurs origines, qui revendiquent leur culture, qui l'inventent même parfois, et qui en même temps sont tellement français. Benjamin, par la culture, par la façon d'être, etc. Donc voilà ce qu'il nous faut arriver à faire. Et pourquoi ? Vous savez, tout l'Occident traverse aujourd'hui cette crise identitaire. Tout l'Occident. C'est terrible. D'ailleurs, il n'y aurait pas Trump aux États-Unis, il n'y aurait pas l'extrême droite en Allemagne, il n'y aurait pas le Brexit au Royaume-Uni, etc. Bon, il n'y aurait pas le Front National en France, il n'y aurait pas Podemos en Espagne. Donc tout l'Occident aujourd'hui traverse une crise identitaire. Elle est à la fois matérielle et spirituelle. Bon, pourquoi en France elle prend une forme particulière ? Parce que la France avait un modèle particulier qui tient à son histoire, qui a été synthétisé par le modèle républicain, dans lequel l'égalité en droit et en devoir des citoyens doit être parfaite, dans lequel le communautarisme est récusé, dans lequel le multiculturalisme est récusé, c'est-à-dire une société organisée par culture. Bon, et donc ça vient télescoper le modèle français. Il faut que tout le monde puisse parler, Henri Guénaud. C'est là que la tension devient très forte. Benjamin Stora, j'aurais pu vous demander, vous aussi, de raconter votre arrivée. Oui, c'est vrai. Vous êtes né en Algérie. Oui, tout à fait. Vous êtes arrivé, vous aviez quoi, 12 ans 12 ans, oui. 1962, vous arrivez en métropole. Oui, tout à fait. C'est la France, l'Algérie, donc vous arrivez en métropole. Vous êtes senti gaulois, vous, quand vous êtes arrivé ? Oui et non, parce qu'en fait, on apprenait, nos ancêtres les Gaulois, effectivement, je ne vais pas reprendre ce qu'a dit Henri Guénaud, on apprenait ça, et encore que même dans les années 55-60, on n'apprenait pas seulement que les Gaulois, on commençait à rectifier les programmes scolaires, y compris en Algérie française, on apprenait autre chose. Mais ça, c'est une autre discussion, etc. Mais pour dire simplement que, oui, moi, mon expérience personnelle, c'est qu'il a fallu gommer l'accent. Moi, on parlait français, mais on avait plusieurs langues. On parlait l'arabe, et puis moi, l'hébreu. Moi, j'arrive d'une ville très religieuse qui est Constantine, quartier juif, etc. Et donc, je naviguais entre trois cultures, bien évidemment. Ça, c'est ce que je racontais dans cet ouvrage. Et il a fallu gommer l'accent, il a fallu effectivement entrer dans la société française. Mais comment j'y suis entré fondamentalement ? Par la politique, par 68, par la fraternité, par le fait de rejoindre des combats citoyens. C'est ça la France pour moi. C'est pour ça que je garde, disons, les lumières toujours dans ce viseur qui est le mien, qui est fondamental, pas simplement l'école républicaine, mais les engagements politiques et citoyens, ça a été fondamental. Deuxième aspect que je voudrais dire simplement sur l'assimilation et l'intégration. Ce débat, il est très ancien. Il a concerné effectivement l'histoire de l'Algérie dans les années 30, où un personnage très important comme Ferhat Abbas, Henri Guénaud doit connaître bien sûr cette histoire, et se proclamait assimilationniste. Il disait, moi je suis pour l'assimilation. C'est-à-dire, je n'ai pas simplement l'égalité, mais je veux partager l'assimilation dans le sens de l'égalité politique, l'égalité à part entière, l'égalité citoyenne. Et il a écrit un livre qui s'appelait Le jeune musulman. Il disait, je veux être français et musulman à part entière. Vous connaissez la suite, ça ne s'est pas réalisé. On a laissé tomber et il est devenu président du GPRA, vous le savez, en 1958. Ne recommençons pas ce type d'expérience. Il faut entendre ceux qui disent précisément, nous voulons être à égalité de droits
plein et entier dans la société française. Entendez-nous et respectez-nous du point de vue de notre origine et de notre histoire, parce que nous sommes français, que nous sommes dans cette histoire française. Donc je prends cet petit exemple, parce que c'est un exemple intéressant quand même. Alors, Clémentine Autain, on a parlé à plusieurs reprises depuis le début de cette émission du roman national. Je ne sais pas si c'est clair d'ailleurs pour tous ceux qui nous regardent, voilà, cette histoire collective. Pourquoi, selon vous, une certaine partie de la jeunesse ne veut pas entendre parler de ce roman national? Alors, il y a deux choses différentes. Qui ait besoin d'un imaginaire collectif, de récits, que les leaders politiques prennent à bras-le-corps cette question de l'imaginaire et du récit national, ça ne me dérange pas. Mais ce n'est pas la même chose que le débat sur l'identité nationale. Et je voudrais juste rappeler à tout le monde, sans doute ceux qui nous regardent l'ont en tête, c'est qu'on a un débat policé, là, mais qui a l'air un peu hors sol par rapport à ce qu'on peut constater chaque jour en ouvrant la radio, la télé, les journaux. C'est-à-dire que ce débat-là, il s'inscrit dans le choc des civilisations que nous a ramené Samuel Huntington et qui est amplement repris de partout, et dans cette focalisation, cette espèce de bouc émissaire en France, que sont les musulmans aujourd'hui, qui deviennent la préoccupation quasiment numéro 1 des grands médias français et des leaders politiques. Et j'entends l'État-nation. Moi, je peux être parfois d'accord avec la nation-État. Je préfère que ce soit l'État qui investisse dans nos quartiers populaires que le Qatar, par exemple. Vous voyez, pour être tout à fait cohérent dans l'ensemble de nos combats et de nos engagements. Mais c'est pas le cas. C'est pas le cas de tous. Si on revient à la réalité, vous disiez à l'instant, on est peut-être un peu hors sol. Alors, la réalité, donc, quand on entend que parfois, il est difficile dans certaines écoles, dans certains lycées, d'enseigner l'histoire de France. C'est pas vrai. Mais alors je vais juste au bout de ce que je voulais dire et vous allez comprendre pourquoi il y en a qui refusent. Parce qu'il y en a qui comprennent que de la même manière que la laïcité aujourd'hui est présentée de façon autoritaire et univoque, c'est-à-dire qu'elle est utilisée pour être dans une traque du monde arabo-musulman, de la même manière le féminisme. Vous avez remarqué qu'il y a un certain nombre de personnes qui deviennent subitement féministes, qu'on n'a jamais entendu sur l'égalité homme-femme, et qui d'un seul coup, quand il s'agit des femmes voilées, se découvrent une âme absolument incroyable pour l'égalité homme-femme. Tant mieux, mais j'aimerais bien qu'ils le soient aussi sur d'autres questions, et que surtout, leur façon d'appréhender le monde ne crée pas ce bouc émissaire. Donc, ce que je veux juste dire, c'est que ce débat sur l'identité nationale, il n'est pas hors sol, il est dans un contexte social et politique qui est nauséabond. Et moi, je réponds à ça, que la gauche a le devoir et la responsabilité de dire qu'en face, c'est l'égalité qui est en jeu. Et que l'inégalité, le creusement des inégalités aujourd'hui, la récession donc il faut en parler, Clémentine Autain. Donc il ne faut pas refuser ce débat, comme parfois on l'entend à gauche, en disant « Ah non, il ne faut surtout jamais en parler parce que c'est un gros mot ». Non, ce dont je veux parler, c'est des inégalités dans ce pays et de comment on relance le processus de l'égalité. Vous parliez de l'égalité des droits. Notre malheur aujourd'hui, c'est qu'il faut passer de l'égalité de droit à l'égalité réelle. Pas à l'égalité des chances, à l'égalité réelle. Alors, Michel Onfray, sur ce sujet hautement sensible de l'intégration, y a-t-il, comme je voulais d'abord demander, une responsabilité collective ou au contraire une responsabilité claire de tous ceux qui nous ont gouvernés depuis 15 ans, 20 ans, 30 ans et qui n'ont pas su gérer cette question? Les deux. On voit bien qu'on n'a pas rendu la France désirable. On l'a même souvent rendue détestable, et puis on dit, ben voilà, elle est détestable, la France c'est le colonialisme, la France c'est Vichy, la France c'est Pétain, la France c'est tout ça. Et puis après on nous dit, il faudrait aimer la France. Ben non, si la France c'est ça, et c'est ce que disait Henri Guénaud, c'est-à-dire c'est ça, et c'est le contraire aussi. C'est Jean Moulin, c'est le général de Gaulle, etc. Donc moi je suis contre le roman national. Un roman c'est une fiction. Une fiction, on n'a pas besoin de fiction, on a besoin d'histoire. Donc un récit, si vous voulez, qui raconte les choses telles qu'elles sont, mais pas un roman qui est une espèce de mythologie. Et une mythologie, elle est toujours là, de toute façon, pour nous inviter à ne pas penser. Je poserai la question, évidemment, dans un instant à Benjamin Stora, mais est-ce que vous avez le sentiment que dans ce récit national, pour utiliser un mot qui vous conviendrait peut-être mieux, la guerre d'Algérie est un problème? Est-ce qu'on n'a pas soldé cette histoire? Est-ce que ce qu'on vit aujourd'hui, depuis une dizaine d'années, est comme une espèce de réminiscence de ce qui n'aurait pas été soldé à ce moment-là? Évidemment que cette histoire-là n'a pas été écrite. Du moins, ce qui a été écrit, c'est du roman. On a encore écrit des romans. C'est roman contre roman, plus roman, etc. Quand vous allez en Algérie, que vous allumez la télévision et que vous regardez les informations en langue française, vous voyez bien quel est le discours qui est tenu sur la France.
Donc, effectivement, il serait temps de parler, de faire un véritable récit. Expliquer, par exemple, que le Parti communiste parlait des hitléro-trotskistes au moment de Sétif-Hegelma, que le même Parti communiste a refusé le manifeste des 121, le manifeste de l'insoumission. Enfin, véritablement. Le récit, ça passe par une reconnaissance de responsabilité de l'État comme... De tout le monde. De tout le monde, comme l'État l'a déjà fait. Mais enfin, non, mais quand Henri Guénaud dit il y a ça et il y a ça aussi, mais si on y va pour la responsabilité, il faut mettre sur la table toutes les responsabilités, et faire véritablement de l'histoire. Ça, je ne suis pas sûr que ça ait été fait. Alors, Benjamin Stora. L'écriture de l'histoire, elle a commencé depuis bien longtemps. Moi, j'ai écrit je ne sais pas combien de livres. J'en ai fait avec des historiens algériens, dont Mohamed Harbi. On a fait une somme avec 50 chercheurs qui est paru en 2004, qui a été réédité plusieurs fois. Les historiens travaillent beaucoup sur l'histoire de la guerre d'Algérie. Vous avez remarqué qu'il n'y a pas beaucoup de films sur la guerre d'Algérie. Mais les spectateurs ne veulent pas regarder les films. Il n'y a pas beaucoup d'expositions sur la guerre d'Algérie. Il n'y a pas beaucoup. C'est des lieux communs, tout ça. C'est des lieux communs, parce que quand vous rentrez dans le détail... Pourquoi c'est très bien qu'il n'y ait pas de film? Quand vous rentrez dans le détail précisément de ce qui se passe sur la guerre d'Algérie, vous avez en moyenne 4 à 5 000 livres qui ont été publiés sur la guerre d'Algérie. Vous avez des travaux d'historiens qui ont commencé avec Jacques Berg, Charles-Robert Agent, Charles-André Juin. Je ne vais pas faire la liste ici. Donc vous avez le sentiment qu'on n'a pas soldé. Le problème n'est pas celui-là. Le problème n'est pas celui, précisément, de l'écriture, de l'histoire, etc. Non, c'est beaucoup plus complexe que ça. C'est un problème de refoulement de la société française par rapport à cette histoire. C'est un problème politique, parce que le général de Gaulle était aux commandes pendant la guerre d'Algérie, jusqu'à la fin. C'est un problème à gauche, ça a été dit. La gauche, jusqu'en 56, Guy Mollet, etc. Bref, à gauche comme à droite, sur le plan politique, il y a un partage des responsabilités dans la conduite de la guerre. Donc c'est très difficile d'assumer la conduite de cette guerre du point de vue de la société française. Et puis on a une société française aussi qui a été traumatisée par la violence de cette guerre. 1,5 million d'appelés qui ont été en Algérie, c'est énorme. C'est le plus grand groupe porteur de la mémoire. Et aujourd'hui, Benjamin Stora, parce que je ne vais pas vous rappeler ce qui s'est passé quand il y a eu un match France-Algérie au Stade de France, tout le monde le sait. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui? Il faut renforcer ce qui existe déjà, parce que, contrairement à ce qui a été dit, c'est enseigné, la guerre d'Algérie. Il y a eu un effort qui a été fait. Le sujet est tombé au baccalauréat l'année dernière, il est tombé au CAPES et à l'agrégation. Il y a un renforcement de l'étude de la mémoire de la guerre d'Algérie dans les manuels scolaires. Il était temps. Il était temps. Parce que ça s'est arrêté en 62. On a pris beaucoup de retard, je ne nie pas ça. Bon. Mais il faut aussi prendre appui sur tous les acquis qui ont été enregistrés par l'écriture de l'histoire, par les manuels scolaires, par les paroles politiques qui ont été prononcées par les hommes politiques sur ce qui s'est passé dans cette tragédie, et non pas à chaque fois dire « il n'y a rien ». Non, on ne peut pas dire ça. On ne peut pas dire il n'y a rien, on ne fait rien. Non, c'est pas possible. Il peut y avoir 5 000 fois le même livre. On peut, oui, c'est vrai. Et puis le manuel scolaire n'est pas la preuve de la vérité, c'est même plutôt la preuve de l'endoctrinement. En France, vous savez. Quant aux historiens de la guerre d'Algérie, il y en a au bas mot une cinquantaine dans ce pays qui travaillent beaucoup. Vous savez, il faut les lire. C'est le même discours. Non, mais il faut les lire. Je ne vais pas tous les citer, mais ils travaillent beaucoup. J'ai vu comment fonctionnaient les manuels de philo. Il faut regarder les manuels d'histoire. Oui, c'est ce que je dis. J'ai regardé. On parle d'histoire, on ne parle pas de philosophie. Pas en même temps, s'il vous plaît. Pas en même temps. On essaie de s'écouter. Regardez ces manuels. Et que le manuel n'est pas la preuve de la vérité. C'est même peut-être le lieu. Bien sûr, mais enfin, il y a des gens qui travaillent, vous savez, depuis longtemps. Il y a des historiens qui travaillent, qui essayent dans les quartiers difficiles, dans les quartiers populaires. Laissez-le parler. Mais il y a des et après, vous parlerez. On entend beaucoup, bien entendu. Mais vous aussi, on vous entend. Non, c'est pas vrai. Allez. Et franchement, dans les quartiers populaires, dans les lycées aujourd'hui, il y a des enseignants qui sont en première ligne, qui essayent de transmettre l'histoire dans des conditions très difficiles. On vous a entendu. Mais oui. Et donc, je pense que la question décisive, c'est de les encourager. C'est pas de dire ils font rien. On disait qu'il restait des choses à faire. Bien sûr. Il me semble. Maïlam Nguyen Conan, vous voulez intervenir? Non, oui, effectivement, le roman national, moi, ce que je trouve intéressant, c'est quand même que la population issue de l'immigration, il y a quand même une grande proportion de jeunes. Ce qui peut être intéressant sur ce roman national, c'est non pas de réécrire le passé ou d'essayer de comprendre, c'est qu'est-ce qu'on fait demain. Oui. Et c'est ça qui est le plus important. Donc ce fameux roman national, pour moi, il n'est pas écrit. Et donc la question, c'est qu'est-ce qu'on écrit ensemble demain sur ce fameux roman national. Mais en se reposant peut-être sur le passé, mais c'est vrai que là, depuis le début, vous faites constamment référence effectivement à des choses du passé, mais nous on vit pas avec, avec toutes ces références-là. Donc voilà, et les jeunes ne vivent pas avec toutes ces références-là. Henri Guénaud. On vit avec ça beaucoup plus que vous ne le pensez. On vit tous avec l'histoire, que vous le vouliez ou non, tous avec soit on a un imaginaire collectif, soit on en a pas. Si on n'en a pas, on peut pas faire une nation, on peut pas avoir une destinée collective. Non, mais on peut avoir un futur collectif. Mais oui, mais pour se projeter dans le futur, il faut s'appuyer sur quelque chose. Il faut être quelqu'un. Vous savez, pour aimer les autres, il faut s'aimer soi-même. Et on s'aime, on tombe pas du ciel. Nous sommes quelqu'un. Non, mais on tombe pas du ciel.
C'est pas vrai. On tombe pas du ciel. Et moi, je vais reprendre une histoire que nous a racontée M. Benjamin Stora un jour où il est venu devant une commission parlementaire. Parce que le problème, c'est pas seulement la guerre d'Algérie. Des traumatismes comme ça, on en a plein d'histoires et on s'en est pas remis. Ni la Révolution française, ni c'est un des plus récents, on va dire. Ni l'effondrement de 40, oui. Ni la guerre d'Algérie, ni les harkis, ni les supplétifs vietnamiens qu'on a jetés par des camions quand on a abandonné l'Indochine, etc. On en a beaucoup. Ni les malgré nous en Alsace. Enfin, on peut en faire la longue liste. Mais si on commence avec la guerre des mémoires, on fera pas une nation. Voilà la vérité. La deuxième remarque que je voudrais faire, c'est qu'il y a un autre problème. Notre problème, c'est que dans certaines classes, on a du mal, à transmettre un certain nombre de choses dans certaines disciplines. Alors prenons l'histoire, puisque Benjamin Stora en a parlé, et que c'est lui qui m'a, d'une certaine façon, ouvert les yeux sur cette question. C'est... Imaginez, il y a des endroits où on ne peut pas enseigner les croisades, on ne peut pas enseigner la Shoah, on ne peut pas enseigner dans les cours de biologie, on ne peut rien enseigner sur la procréation ou la reproduction. Enfin bref, on a des problèmes de ce genre. Et en histoire, il nous manque pour les professeurs des connaissances suffisantes pour réagir face aux injonctions des élèves, qui sont même souvent... Mais c'est vrai, ça. Oui, mais bien sûr, c'est vrai. Ça arrive. Alors, il y a un problème énorme. Il y a des problèmes pendant un cours d'histoire. Moi, je reviens à ce qu'il nous avait dit. C'est, par exemple, il y a une histoire fantasmée du monde arabe, et en particulier du Maghreb. Eh bien, il faut former les professeurs à l'histoire la plus vraie et la moins fantasmée possible. Ça demande simplement un peu de moyens. Je me souviens que nous avons eu cette discussion. On doit en avoir combien? 3 ou 4 aujourd'hui? 4 professeurs d'histoire du Maghreb. 4 professeurs d'histoire à l'université qui enseignent l'histoire du Maghreb contemporain, alors qu'il y a des dizaines de chercheurs qui travaillent dessus. Eh bien, formons un peu plus créons un peu plus de chair d'histoire du Maghreb contemporain, formons mieux les professeurs, et peut-être que l'école résistera mieux et permettra d'améliorer la question de la transmission. Alors vous me dites c'est le passé, mais ce passé, il encombre notre présent et notre avenir. Voilà, et on ne peut pas éluder cette histoire. Et si vous voulez parler de l'avenir, alors parlez aussi, encore une fois, de l'économie, de la mondialisation, des réseaux sociaux, etc. Justement, les réseaux sociaux, vous êtes très nombreux à nous regarder, à nous suivre aussi sur Twitter notamment. Il y a une question qui a été posée, on va regarder ensemble ce tweet. La question est la suivante: cette histoire d'identité, est-ce que ce n'est pas une ruse pour détourner les Français de leurs vraies préoccupations? Clémentine Autain. Oui, je pense que c'est une façon de ne pas affronter les questions de politique qui permettraient de nous projeter dans l'avenir. Vous savez, on a un problème en France, c'est que d'alternance sur d'alternance, vous avez remarqué, c'est à peu près toujours les mêmes politiques qui sont menées. D'austérité, d'accompagnement du libéralisme. En plus, vous parliez tout à l'heure de l'Europe, mais c'est vrai que l'échec européen est d'ailleurs tout à fait dramatique et il nourrit le repli, l'angoisse, etc. Donc ça, c'est réel. Mais ce dont nous avons besoin, c'est d'un projet qui nous permette de nous projeter dans l'avenir. Et c'est ça qui fait défaut. Et ça fait défaut parce qu'il faudrait que ça ait la crédibilité de quelque chose de différent par rapport aux alternances qui, au fond, ont ronronné et nous ont amené dans une situation d'inégalité creusée, de récession économique et de démocratie en berne. Parce que voilà ce dont nous n'avons pas parlé ce soir. C'est de la question démocratique. Et je pense que c'est le premier aujourd'hui en jeu. C'est que notre République, elle est totalement en berne. Alors, on peut se raccrocher à l'histoire en se disant, mais regardez, la France est forte, elle est belle, etc. Sauf que si elle n'est pas en dynamique et que sa promesse républicaine, sa promesse d'égalité, sa promesse de liberté et de fraternité, elle n'est pas remobilisée, alors on pourra se raconter tout ce qu'on veut, faire des ministères d'identité nationale. Vous n'aurez pas une France fière d'elle-même. La question fondamentale, c'est celle de la... Oui, mais c'est celle de la nation. Alors on peut en avoir une vision dramatique, fermée, tout ce que vous voudrez. On peut en avoir une vision ouverte. Pardon, le gaullisme, c'était une vision ouverte de la nation. Mais si vous n'avez plus d'État, si vous n'avez plus la cohésion nationale à opposer à la puissance des marchés, à la puissance de l'argent, etc., comment vous allez réaliser votre programme? C'est bien gentil tout ça, mais on détruit l'État, on détruit la nation et on s'imagine qu'on va résister. Dit ça, moi je ne suis absolument pas en train de vous dire ça. Donc la question nationale, elle est centrale. Voilà. Après, vous voyez que vous basculez. L'identité nationale, c'est pas la question nationale. Alors attendez. Non, je voudrais vous lire l'idée qu'on se fait de son appartenance, les raisons de son appartenance à une communauté de destin, ça compte. Et ça, appelez ça l'identité, appelez ça la personnalité, appelez ça ce que vous voudrez, la culture, c'est quand même fondamental. Sinon, sur vous ne faites Twitter, pas de nation. Sur Twitter encore. Vous n'avez pas de nation. Sur Twitter encore, Hicham Nazal nous écrit: le débat sur l'identité n'est-il pas un écran de fumée des politiques pour masquer leur incapacité à endiguer le chômage? Donc ça va un peu dans le sens de ce premier message qu'on a entendu, mais c'est assez finalement symptomatique des réactions
qu'on peut lire sur les réseaux depuis le début de cette émission. Et du coup, Michel Onfray, je me tourne vers vous. Au début de cette émission, vous m'avez dit, oui, il faut en parler, il ne faut pas hésiter. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment que depuis 10 ans, on tourne un peu en rond? Est-ce que cette question, ce débat a fait avancer les choses, ou alors est-ce que ça a servi à masquer l'incapacité des politiques à endiguer le chômage? Non, on peut faire les deux. Je ne vois pas pourquoi parler d'identité française, ça interdirait de parler du libéralisme, de l'Europe libérale et de ce qu'elle a généré depuis des années, de la disparition de la souveraineté, de l'impossibilité de faire une politique, celle que souhaiterait Clémentine Autain. Non, on peut avoir des sujets divers et multiples. Et vous savez, quand vous faites des conférences, il y a toujours des gens qui disent « mais vous n'avez pas parlé de ça ». Oui, effectivement, on n'a pas parlé du chômage, mais vous pouvez faire une émission sur le chômage et vous ne parlerez pas de l'identité française. On parlait d'un écran de fumée pour cette question-là. Non, c'est un écran de fumée dans la mesure où un certain nombre de politiques excluent la question économique, la question sociale, etc., de ce débat. Or, on ne peut pas l'exclure. Vous ne faites pas une nation avec 6,5 millions de chômeurs, et beaucoup plus en réalité. Moi, je me suis fait virer par un gouvernement socialiste pour avoir expliqué en 1998, en 1990, que quand vous aviez 3,5 millions de chômeurs dans catégorie 1, vous avez en réalité près de 7 millions de personnes directement concernées par les difficultés de l'emploi. Bon, mais c'est ça la réalité. Quand vous avez 7 millions de personnes directement concernées, plus les familles, plus les enfants, eh ben, ça vous pourrit une société et ça vous détruit une nation. Donc vous ne pouvez pas séparer tous ces problèmes. Reste à savoir quel est le problème central, celui de la nation. Celui de la souveraineté. Celui de la souveraineté. Benjamin Stora, il y a un mot qu'on n'a pas encore prononcé, sauf erreur, c'est le mot laïcité. Oui, est-ce que la laïcité à la française, quelque part, c'est aussi un problème pour l'identité nationale? La laïcité, c'est un principe de la République. Je ne veux pas ici faire toutes les grandes définitions théoriques autour de la laïcité. Je ne sais pas, il y a combien de livres? Peut-être 5000 livres qui sont identiques, je ne sais pas. Enfin, il y a beaucoup de livres. Donc là-dessus, non, ce n'est pas ça la question. La question, c'est l'utilisation qu'on en fait de ce mot aujourd'hui, c'est tout. C'est ça le problème. Le problème, c'est qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui de la laïcité? Est-ce qu'on l'intègre ou on exclut? Est-ce qu'on s'en sert pour faire en sorte que les gens se sentent français ou au contraire pour qu'ils se sentent étrangers? C'est tout. Voilà, le problème de la laïcité, il est là. Michel Onfray, la laïcité, c'est devenu un gros mot ou pas? Ça ne veut plus rien dire, surtout. Ça ne veut plus rien dire. Quand on est dans la séparation, la loi de la séparation des églises et de l'État, on est dans une configuration historique qui n'est plus du tout la même. Donc on fait une loi plutôt contre les chrétiens à cette époque-là. Il n'y a pas de musulmans. On est dans une autre configuration. Il faut repenser effectivement cette loi-là en fonction de l'évolution et des changements de la société. La toute dernière question, elle est pour vous, Michel Onfray. Vous avez passé 2 heures avec nous ce soir sur France 5. Je vous en remercie. Est-ce que vous allez vous engager dans la campagne présidentielle? Mais oui, je le suis déjà. Et on s'engage quand on dit, quand on fait, quand on agit, quand on écrit. Et vous choisirez un candidat? Non, sûrement pas. Aucun? Non. Et vous irez voter? Sûrement pas non plus. Vous n'irez pas voter? Non plus. Sûr, même si c'est Marine Le Pen au 2e tour? Ah, voilà, le grand sujet. Mais vous avez le temps de changer d'avis d'ici. Oui, c'est vrai, je suis d'accord. Je peux changer d'avis. Ah, oui, donc vous voterez peut-être si c'est elle qui est au 2e tour? Oui, après, on peut toujours être séduit par quelqu'un qui arriverait avec un vrai projet et qui nous permettrait de dire « Ah, ça change un peu, effectivement, alors, on est dans une autre logique et pourquoi pas ?» Je vous remercie d'avoir passé ces 2 heures avec nous. Merci aussi à Benjamin Stora. Tiens, je n'ai pas montré très vite. Voici le livre qui paraît aussi, donc c'était hier, en Algérie. Merci à Clémentine Autain. Merci à vous aussi d'être venu nous raconter votre histoire. Et merci à Henri Guénaud. Bonne soirée à tous. Dans un instant, le doc du dimanche sur France 5.